La première chose, c'est déjà de savoir de quoi on parle. On a l'habitude, pour les gens qui travaillent en compensation and benefits, de dire la retraite, il y a plusieurs piliers, il y a le premier pilier, le deuxième pilier, le troisième pilier. Le premier pilier, en fait, c'est ce qu'on appelle les régimes obligatoires. Dans tous les pays, on donne ça de cette manière. Le premier pilier, ce sont les régimes obligatoires. Et dans le groupe, puisqu'on est dans le groupe NJ, en fait, on a deux types de régimes obligatoires qui coexistent, en fait, de par l'origine du groupe. D'une part, le régime des IEG, qui concerne les salariés qui sont sous le statut des industries et des entreprises gazières, et donc avec la caisse de retraite que j'évoquais tout à l'heure, donc la CNIEG. Et puis par ailleurs, on a des salariés qui relèvent du régime général. Le régime général, en fait, couvre en fait, le régime obligatoire couvre en fait deux régimes spécifiques, on va dire deux blocs. À la fois le régime de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, donc le régime de base de la sécurité sociale, et également les régimes de retraite complémentaires, AGIRC et ARCO. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, ont déjà entendu évidemment parler de ces régimes de retraite. Donc, quand on parle des régimes obligatoires, en tout cas dans le groupe, et pour ce qui concerne les salariés du groupe, donc en fait on doit avoir ces deux choses en tête. Et donc quand on compare les choses, le régime SOC obligatoire IEG, on va dire, est égal et englobe en fait ces deux régimes, ces deux dispositifs de régime de retraite. Voilà, c'est quelque chose d'important à avoir à l'esprit. Donc ce qui veut dire que c'est effectivement ici le premier étage, on va dire, de la fusée, la CNAV, plus les retraites complémentaires, non cadre et cadre, pour schématiser. Ça veut dire qu'on est aux IEG, on est aussi à la CNAV? Non, du tout. Donc quand on est aux IEG, on est aux IEG, et quand on est par contre en régime général, on est effectivement à la CNAV, à l'ARCO et à l'AGIRC. Voilà, quand on est cadre en tout cas. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le premier pilier, voilà, qui est spécifique enfin, on va dire en France, ça fonctionne effectivement comme ça. Et au-dessus, vous avez ce qu'on appelle le deuxième pilier. Le deuxième pilier, en fait, c'est constitué par les régimes facultatifs d'entreprise. Alors, vous connaissez certainement l'article 83, les régimes à cotisation définie, peut-être ça vous dit quelque chose. Non? Alors, vous avez peut-être entendu parler d'AXA. Vous avez des relevés d'AXA. Voilà, donc c'est ça. Donc, en fait, on est là. Donc, en fait, ce sont les régimes facultatifs, c'est-à-dire que là, c'est l'entreprise qui se propose de mettre en place ces régimes, et avec effectivement des cotisations salariales de l'employeur qui permettent de se constituer en fait une retraite supplémentaire. Et on n'est pas sur du complémentaire, les mots sont importants. On est sur de la retraite supplémentaire. Ça s'adresse aussi bien à IEG que Général. Oui, ça peut être dans l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des entreprises. Et enfin, vous avez le dernier étage, donc le troisième pilier, qui en fait est constitué par l'épargne volontaire et l'assurance privée. Je suppose que vous voyez de quoi il s'agit. Vous avez une idée de ça? Le PERCO, oui. Oui, tous les dispositifs effectivement individuels. Les VIF aussi, par exemple. Voilà. Donc, ça c'est... supplémentaire, elle n'est que pour les statutaires, elle peut préciser. AXA. Oui. Elle ne concerne pas les non-statutaires. Oui. Après, les régimes facultatifs, collectifs, les périmètres, normalement ça concerne c'est l'ensemble des salariés de l'entité, mais je pense qu'il y aura quelque chose un peu spécifique. Donc voilà pour poser déjà le sujet. Alors aujourd'hui, quand on a préparé cette petite séquence, l'objectif en fait c'est plutôt de travailler évidemment sur le régime obligatoire. Et en fait, qu'advient-il? Comment ça se passe lorsque on relève alternativement de l'un ou l'autre de ces régimes? Alors d'abord, avant d'aborder la manière dont coexiste et comment gérer la carrière d'un polypensionné, on va dire, concrètement c'est bien de ça dont il s'agit. Petit rappel en ce qui concerne en fait les conditions
on prend sa retraite aujourd'hui suite aux différentes réformes qui ont été mises en place. Les grosses réformes, il y en a eu un certain nombre depuis une dizaine d'années, depuis la première, la réforme Fillon en 2003, il y a eu celle de 2008, celle de 2010, celle de 2014. Je vous ai indiqué ici celles qui sont quand même l'objet et le centre de notre discussion ce matin de cette présentation, c'est-à-dire quelles sont les conditions maintenant qui sont requises pour partir en retraite, d'un point de vue général. Donc on a eu effectivement d'abord la réforme de 2010 qui a dit progressivement l'âge de la retraite va passer de 60 à 62 ans. Donc ça c'était déjà une première donnée, d'un point de vue général, puisque en France les réformes de retraite ont eu pour tendance effectivement à faire converger tout un tas de règles et de principes vers une règle générale, donc en embarquant effectivement les régimes spéciaux, les fonctionnaires, etc. Donc la dernière réforme, notamment de 2010, a eu pour objectif de dire 62 ans c'est l'âge, à partir duquel les gens pourront partir à une certaine date, une certaine échéance en retraite, sauf cas particuliers, notamment les carrières longues. Et la deuxième condition, c'est ce qu'on appelle la durée, c'est-à-dire le nombre de trimestres qui sont requis pour pouvoir partir avec une retraite à taux plein. Voilà. Donc, vous avez ici représenté sous forme d'escalier, en fait, le passage progressif de 60 à 62 ans et des 150 trimestres aux 172 trimestres qui sont requis ici. Donc, vous avez voilà, les paliers. Donc, selon la génération, la date de naissance, vous avez effectivement une augmentation progressive, et en particulier pour la génération qui est née à partir de 1973, donc il lui faudra 43 ans d'activité pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Et post-75, c'est pas encore défini? C'est 43 ans. Je ne peux pas vous en dire plus, il n'y a pas d'informations là-dessus. Il faut dire qu'on commence déjà, les réformes sont en train de se mettre en place. C'est quand même pour certaines relativement récent. En 2014, c'est il y a un an et demi. Donc les choses se mettent en place progressivement. Et voilà, pour l'instant on en est là. Ce qui se passera dans 10 ans, dans 20 ans, personne ne le sait. Je veux dire, là je pense qu'aucun d'entre nous n'est capable de le prévoir. En tous les cas, voilà, les principes des marches d'escalier. Donc chacun peut se positionner en fonction de sa date de naissance. Et, deuxième élément, on regardera aussi combien de trimestres il se positionne, il a pu acquérir au fil de son activité professionnelle. Alors concrètement, voilà pour comparer en fait cette condition d'âge que j'évoquais à l'instant, donc les 62 ans, en fait, à partir de quelle génération les 62 seront identiques dans les IEG et au régime général, ce sera à partir effectivement de la génération 1962. Voilà. Mais précédemment, comme les systèmes, les régimes étaient un peu différents, il y a un allongement progressif qui se fait de façon un peu distincte dans les deux régimes. Donc vous voyez que les 62 ans, on les a déjà dans le régime général à partir de la génération 1955, tandis que pour le régime spécial des IEG, cela se fait de façon beaucoup plus progressive, avec effectivement 4 mois, 8 mois, enfin voilà, on a des paliers intermédiaires avant d'arriver effectivement aux 62 ans. Ensuite, alors le tableau est un peu dense, mais si vous avez de cette manière toutes les informations qui sont comparables. Donc vous avez ici le régime des IEG, donc là on est sur, avant tout, l'allongement de la durée d'activité et comment progressivement on arrive effectivement aux 172 trimestres. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est à partir de la génération de 73 que l'on a, dans tous les cas, les 172. La personne qui est née à ce moment-là devra avoir 172 trimestres. Cependant, avant d'arriver à cet objectif-là, il y a un certain nombre d'étapes intermédiaires. Et comment ça fonctionne? Peut-être on va commencer par le plus simple. Dans le régime général, en fait, la progression se fait en fait par année de naissance.
Donc on voit que progressivement on augmente d'un trimestre par année de naissance ou par 2 années ou 3 années de naissance, voilà, pour arriver aux 72. Donc quelqu'un qui est né dans le régime général entre 1958 et 1960 devra avoir 167 trimestres pour pouvoir prendre sa retraite. Ensuite, si on est au niveau des IEG, alors le dispositif a été fait de convergence, a été mis en place selon deux principes. Soit votre droit à la retraite est ouvert à compter de 60 ans, donc vous êtes dans cette partie gauche du tableau, donc c'est l'aspect générationnel, et donc en fonction de votre date de naissance, vous allez avoir, en regard de ça, le nombre de trimestres qui est attendu. Soit vous avez un droit qui a été ouvert avant 60 ans parce que vous bénéficiez d'un certain nombre d'anticipations d'âge ou de conditions particulières qui vous permettent de partir, et votre droit est ouvert avant 60 ans, et auquel cas vous allez prendre cette colonne-là, et vous allez regarder effectivement le nombre de trimestres qui est requis. Donc en fait le principe est un petit peu différent, puisqu'on est effectivement en fonction des dates, de la date d'ouverture du droit, avant 60 ou après 60 ans. Et donc c'est l'assemblage de ces deux données, donc le paramètre de l'âge d'une part, et le paramètre de la durée d'activité qui vous permettent de pouvoir projeter ou vous dire à quel moment je devrais pouvoir partir, et je pourrais partir avec un taux plein. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc il faut manipuler, j'allais dire, les deux tableaux et regarder où vous vous situez en termes de génération et combien de trimestres sont attendus en ce qui vous concerne. Alors ensuite, on va rentrer plus précisément dans le calcul. C'est un peu plus... on fait un peu dans je dirais la complexité. Après, une fois que les choses sont bien comprises, c'est pas forcément difficile, mais voilà, c'est la logique de calcul. Entre les IEG et le régime général, grosso modo, on a à peu près les mêmes logiques de formule de calcul. Ce sont les paramètres à l'intérieur qui vont être un peu différents. En gros, dans une formule d'expression pour les régimes obligatoires, on est sur une assiette de salaire, un taux, un prorata qui est fait, je vais après détailler, sur la durée, en fonction de la durée d'activité, et puis des majorations, des minorations. Si je reprends plus précisément pour les IEG, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Sur les IEG, je pense que pour la plupart d'entre vous qui sont au statut, vous connaissez bien le principe. On prend en fait le salaire, l'assiette de salaire multipliée par les 13 mois en fait. Donc c'est votre rémunération principale, c'est votre fixe, votre salaire de base. Je veux dire en différents termes, pas lesquels vous avez l'habitude d'utiliser, mais voilà. Donc en fait, c'est le salaire que vous détenez depuis au moins 6 mois. Avant de partir en retraite. Donc ce salaire, vous allez le multiplier par un taux qu'on appelle le taux plein, c'est-à-dire si vous avez tous les droits et vous êtes allé jusqu'au maximum qui était attendu en termes de trimestre, vous aurez 75%. D'accord ? Sauf dans certains cas, vous pourrez avoir, s'il y a des bonifications pour carrière militaire, campagne militaire, vous pourrez aller jusqu'à 80%. Mais on va rester dans le cas plus général, c'est 75%. Ensuite, vous avez en fait le paramètre de la durée. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le taux plein? Le taux plein, ça veut dire que vous avez 75%. C'est ça que ça veut dire, quand on parle de taux plein. Cependant, ce taux plein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à 100% si vous avez, par exemple, si une personne devait avoir 163 trimestres de durée requise et qu'elle a fait ces 163 trimestres donc en durée liquidée, elle aura effectivement, le ratio sera égal à 1, donc elle aura 100% du taux de 75%. Voilà. Ça va? Donc dans votre tableau, pour les générations qui sont nées à compter de 1973, donc c'est 172 trimestres. Exactement, tout à fait. Donc requise. là, la durée requise, exactement, c'est la durée requise que vous avez dans le tableau précédent. Et donc la personne ira regarder combien de temps elle a fait au niveau des IEG.
là, je parle spécifiquement du régime des IEG. Donc si elle a fait les 172, c'est parfait. On verra après comment ça fonctionne, mais peut-être elle en aura fait moins, et auquel cas, elle aura, mettons, 160 trimestres. On fera 160 sur 172, ici. Donc, elle aura effectivement elle aura un prorata qui viendra s'appliquer sur ce taux de 75%. Donc en fait, ça mesure là la durée réalisée au sein des IEG. Tout à fait. Et que si quelqu'un a eu une carrière auparavant au régime général, c'est sur cet indicateur-là que ça va diminuer en fait le montant. Exactement, on va voir effectivement. Donc voilà la logique de calcul, effectivement. Et derrière, vous aurez l'application de majoration, de minoration en fonction, par exemple, si vous avez des enfants, etc. Ou éventuellement des décotes si vous n'avez pas effectivement le nombre de trimestres de vie complet et attendu pour avoir une retraite à taux plein. Donc voilà la formule de calcul. Là, je comprends pas l'idée des cotes. C'est proportionnel, il n'y a pas de... Non, parce qu'en fait, vous verrez que en fait, il y a en plus une formule, enfin comment dire, en plus, parce qu'on va voir tout à l'heure, parce qu'il faut raisonner globalement. Alors si la personne, admettons, à la totalité de son activité au régime des IEG, effectivement, elle aura de toute façon une durée liquidée aux IEG qui sera de 160, comme je disais tout à l'heure, sur 172, par exemple, c'était l'exemple. Mais vous pourrez aussi avoir le cas où la personne, elle a une autre activité par ailleurs, et on va voir qu'il faut prendre l'ensemble de la carrière, et auquel cas, la question des décotes va s'appliquer à ce niveau-là. Bon, parce qu'il faudra avoir l'ensemble de la carrière. Et donc ça veut dire qu'il y a un nombre de trimestres minimum qu'on doit faire aux IEG pour avoir droit à la retraite des IEG. Non, alors alors ça c'est un point important parce que j'ai vu passer dans la question. Alors c'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, on parlait de la clause des 15 ans. Il fallait avoir 15 ans de cotisation au régime pour avoir une pension aux IEG, ce qui n'est plus le cas. C'est plus le cas depuis plusieurs années maintenant, depuis 2008 au moins, il n'y a plus cette condition qui étaient les fameux 15 ans, les 15 années. Maintenant, il faut avoir 1 an. La règle, c'est d'avoir 1 an aux IEG pour pouvoir prétendre effectivement à un calcul de retraite. Donc, vous avez, admettons, 1 année, 5, vous aurez 1 année, 5, qui ne donnera pas forcément grand-chose, mais vous avez le droit à une quote-part de votre retraite au titre de l'année que vous avez passée dans le système, dans les industries électriques et gazières. Les trimestres rachetés, Alors, ils viennent s'ajouter au numérateur là, ou... les trimestres, ils viennent impacter, en fait, il y a plusieurs modèles dans le rachat, c'est pareil, c'est une des questions, je pourrais y revenir après. Le rachat, il y a plusieurs impacts, selon le type de rachat que l'on fait. Voilà. Donc, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Alors, la formule du régime général. Est-ce que certains d'entre vous sont au régime général ou pas? Oui. Okay. Sur la formule au régime général, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu la même logique, sauf que les paramètres sont un tout petit peu différents. Le premier paramètre, pour calculer la pension CNAM, donc là on est, vous savez, à la base de la fusée, pour calculer la pension de la CNAM, le premier paramètre, c'est le salaire annuel moyen. Ceux qui sont au régime général vont voir de quoi il retourne, je pense. Donc on prend en fait le salaire moyen des 25 meilleures années, quand il y a les 25, parce que s'il n'y en a que 10, s'il n'y en a que 5, on prendra celles qu'il y a, mais qui sont plafonnées au plafond annuel de la sécurité sociale. C'est-à-dire que pour 2016, c'est 38 616 €. Donc de toute façon, on ne prend pas l'intégralité du salaire, on prend le salaire moyen, mais qui est de toute façon au maximum, sera celui de l'année plafonné sur celui de l'année en question. C'est le même plafond pour les 25 années? Non. Chaque année a son plafond? Oui.
Donc le principe, c'est de prendre, la CNAV fait quoi? Elle va aller chercher les 25 meilleurs. Si quelqu'un a fait 40 ans au régime général, eh bien la CNAV va aller chercher les 25 meilleures années sur cette règle-là, en disant où est-ce que je trouve les montants les plus importants. Et elle va prendre la moyenne de ces 25 meilleures années. Si la personne n'a fait que 10 ans au régime général, eh ben, elle va prendre les 10 ans, peu importe à la limite, que ce soit les moins bonnes ou les meilleures, ça sera mélangé, ce sera les 10. Et donc chaque année est écrétée C'est par, pas- par le plafond, ou c'est la Alors moyenne? après, je vais y venir parce qu'après, pourquoi est-ce que c'est écrété? C'est parce qu'on a le deuxième bloc, au-dessus du plafond, ici, de la CNAV, on a la GIRC et l'ARCO, les retraites complémentaires. Et je vais y venir juste après. Donc déjà, le premier paramètre, c'est de dire le calcul de la CNAV est selon, ce salaire annuel moyen, multiplié par un taux qui est le taux de 50%. Donc quand on parle de taux plein à la sécurité sociale, c'est le taux de 50%, tout régime confondu. C'est-à-dire qu'on va aller regarder si la personne a travaillé dans un autre régime, la fonction publique, les IEG ou un autre régime spécial. Et en fonction de ça, si on a, je reprends toujours l'exemple des 172 trimestres, si la personne finalement elle a l'entièreté des trimestres, elle aura donc 50%. Ici. Et ensuite, on a effectivement la durée liquidée au régime général, c'est-à-dire que là, si c'est la totalité de la période, la carrière complète au régime général, on aura la durée complète au régime général. Si la personne n'en a fait qu'une partie, elle a fait 10 ans, elle aura 10 fois 4 trimestres, elle aura 40 trimestres ici. Et en dessous, la durée de référence, donc la fameuse durée de 172, que je prends toujours comme exemple, pour la génération qu'on évoquait tout à l'heure. Donc là, c'est les 172 qui seront requis. Si elle a fait toute sa carrière et qu'elle a les 172, elle aura 172 ici. Si elle a fait une petite partie de sa carrière au régime général, ben elle aura une petite partie en haut. Si on a fait par exemple un certain nombre d'années au régime général avant d'entrer aux IEG, et que dans ce régime général, on s'est arrêté pour un congé parental de 3 ans. Oui, alors il y a des règles spécifiques effectivement de prise en compte des périodes. Effectivement, il y a des périodes qui sont assimilées ou des périodes équivalentes qui sont assimilées, qui sont prises en compte. J'ai un trou de mémoire sur le congé parental, mais je pourrais le revérifier. Mais effectivement, il y a des périodes qui sont considérées comme équivalentes, comme le chômage par exemple. Les périodes de chômage sont considérées comme des périodes validées en fait. Donc la personne qui a passé. Disons que ça permet d'avoir 1, 2, 3 ou 4 trimestres au régime général. Mais effectivement, dans ces cas-là, on ne tient pas compte de la rémunération qui aura été versée puisque la personne n'est pas locataire. Sachant que pendant les périodes de chômage, on ne cotise pas au complémentaire, il me semble. Non, mais par contre, il y a un maintien pendant la période de l'équivalent de vos droits, donc au régime de retraite complémentaire. Vous continuez à bénéficier, on va dire, de l'équivalent de ce que vous aviez auparavant en termes de droits, en termes de retraite complémentaire. Donc vous ne perdez pas à ce niveau-là, en fait. La personne ne perd pas pendant cette période. En colonne 2, tout à l'heure, on était à un chiffre de 75 à 80%. Là, on arrive à combien avec le 50 plus la CNAV de base? Oui. On est de l'ordre de combien? En taux de remplacement? En taux de remplacement, c'est ça? Taux de remplacement. Moi, je l'interprète comme ça, c'est-à-dire qu'en fait... Par rapport au salaire de départ, dernière année, Ah ben là, vous n'avez pas le salaire complet, puisque vous avez qu'une partie, puisque c'est plafonné au salaire de la tranche A, donc les 38 000 euros. Donc quelqu'un qui est à 50 000 euros, sur la partie ici CNAV, il aura la moitié, donc 50%, 50% de ça, si admettons il était au plafond, ce qui est quand même rarement le cas. On est plutôt, quand on fait la moyenne des années, les personnes sont rarement tout le temps, pendant toute leur année d'activité, au plafond de la sécurité sociale, donc elles sont plutôt en dessous. Pardonnez-moi, le 50% s'applique donc sur la CNAV. Oui, là.
Et la prise en compte arco-élargique, C'est après. après. C'est un autre calcul. Et Ok. vaut mieux laisser dérouler pour l'avoir vu toute la présentation. Vous aurez la réponse au fur et à mesure, si vous voulez bien. Parce que justement, la CNAF toute seule, ça n'a pas beaucoup de sens, je pense. Ouais, exactement. Non, mais je pensais qu'on avait déjà compris arco-élargique. Non, non. Donc là, je suis sur la première brique ici du calcul, la première étage du réfugié. Et donc là, même chose, on a les majorations qui peuvent venir s'appliquer et éventuellement les surcotes quand les personnes prolongent leur activité au-delà des 172 trimestres ou X trimestres requis ici en termes de durée de référence. Excusez-moi, une question sur ce plafond ou ce salaire. Est-ce qu'il est actualisé de l'inflation ou Ben, c'est le plafond ici, annuel. Tous les ans, il est réactualisé au 1er janvier. sur l'inflation, c'est-à-dire que... Non, c'est pas l'inflation. C'est pas l'inflation, mais il est réactualisé tous les ans au 1er Grosso janvier. modo, c'est ça. Voilà. Donc il évolue tous les ans. L'année dernière, il était à 38,040 de mémoire. Voilà, Oui, il évolue 38,040. tous les ans. alors en fait, non, j'ai mal posé ma question. Si, par exemple, il y a 20 ans, ce plafond était à 20 000 euros. Oui. C'est 20 000 qui sera compté, c'est pas 20 000 qui aurait été... Non, c'est 20 000 qui sera compté. D'accord, il n'y a pas de 2 000. Non. D'accord. C'est pas rétroactif. C'est pas Non, rétroactif. voilà. Donc ils reprennent la valeur du plafond de l'année où a été effectivement acquis ce droit. Juste une question concernant l'assiette là, des salaires. Est-ce que le bonus, Oui, c'est dedans. il est dedans, à contrario du régime des IEG? Oui. Ça c'est important. Oui. Parce que c'est pas... Ouais. Mais il est marqué dans les IEG. Non, dans Non. les IEG, c'est Non. inclus. Non, on n'est que sur l'assiette, on n'est que sur le Ah, mais il y a marqué gratification. Gratification, c'est le 13e. Voilà. On est sur les 13 mois le mensuel multiplié par 13. Mais le mode de calcul n'est pas du tout le même, puisque ici on est sur un salaire qui englobe tout, c'est vrai, mais qui est limité au plafond. Et ensuite, on a un deuxième mécanisme, donc le deuxième étage du réfusé de tout à l'heure, avec les retraites complémentaires. Et les retraites complémentaires, le principe, c'est un nombre de points. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Tous les mois, l'employeur ainsi que vous-même, vous cotisez donc, sur ces régimes, ce qui vous permet d'acquérir un nombre de points. Année par année, vous acquérez un certain nombre de points. Ce nombre de points est multiplié par une valeur de service et ça vous donne un montant de retraite annuel. Donc c'est un mode de calcul qui n'a absolument rien à voir avec le mécanisme au-dessus. Là, on est sur un régime de répartition. Donc en fait, ce que vous cotisez, ce que chacun cotise et l'employeur cotise, permet de payer les retraites des personnes qui sont en retraite actuellement. Or, alors que ici, c'est un compte, c'est plus individuel, naturellement, parce que c'est sur le salaire de la personne. Et la personne acquiert un nombre de points en fonction de ses propres cotisations et celles de son employeur. Et donc au fil du temps, elle acquiert un volume de points qui sera multiplié par une certaine valeur qu'on va voir tout à l'heure et qui donnera un montant. Et donc c'est la somme des deux qui représente le régime général et qui est à comparer aux 75% dont on parlait juste avant. Parce que parler de 50 versus 75, ça n'a aucun sens. En fait, quand on liquide une retraite au régime général, on parle des deux. Les deux choses. C'est pour ça que j'insiste bien, parce qu'il y a souvent des confusions dans les choses, mais certains sans doute le connaissent bien, mais j'insiste un peu pour bien montrer à la fois les spécificités des calculs, dans ce cas-là, c'est quand même un peu différent, et la spécificité du calcul des retraites IEG aussi. Donc là, on est bien sur l'ensemble du salaire, avec la règle du plafond ici, et ici, on est aussi sur les salaires, y compris les primes. En fait, ce sont des salaires qui sont soumis à cotisation. Alors après, il y a des plafonds qui s'appliquent également. C'est-à-dire que c'est pas non plus... Et ces plafonds et cette acquisition de points, elle est la même, quelle que soit la convention collective, l'entreprise? Oui. Oui. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, c'est assez, maintenant c'est assez normé, quoi. Et quels sont les plafonds qui s'appliquent Alors les plafonds, il y a des règles différentes entre l'ARCO et l'AGIR, ce qui est d'ailleurs l'objet des dernières réformes, puisqu'en fait on a l'ARCO qui est calculé, qui va en gros jusque les tranches B, voilà, et ici l'AGIR qui va jusqu'à la tranche C, avec des différences de plafond, de calcul, c'est-à-dire que l'ARCO se calcule sur, on va dire, deux tranches de salaire,
alors que l'AGIRC aujourd'hui calcule sur 3 tranches différentes. Donc ils ont normalisé en fait les choses avec l'accord de 2015. Mais en fait, c'est à partir d'un certain seuil de rémunération où vous cotisez à l'ARCO et ensuite vous cotisez au-delà à l'AGIRC. Alors quand vous êtes cadre. Donc il y a différents seuils, mais je pense que c'est pas... Quoi qu'il en soit, c'est réglementaire. Donc voilà, il n'y a pas de problème particulier. Les entreprises appliquent les mêmes règles, que ce soit pour l'ARCO, que ce soit pour l'AGIRC. Voilà. En principe, l'ARCO, c'est plutôt pour les cadres ou les salaires qui sont limite tranche A, plafond tranche A. Et ensuite, au-delà, on est plutôt sur l'AGIRC, donc tranche B, tranche C, selon le niveau de salaire que la personne a. Mais voilà, donc il y a un nombre de points qui se calculent dans chacun des deux régimes. Donc vous pouvez cotiser uniquement au régime ARCO si vous avez eu un salaire qui était limité à une certaine tranche de rémunération, et cotiser au-dessus si vous êtes plutôt sur des niveaux un peu plus élevés, où vous cotisez effectivement sur l'AGIRC. Voilà. Alors un petit exemple, on peut simplifier pour illustrer comment ça se passe quand quelqu'un est polypensionnaire. C'est-à-dire qu'il relève du régime général et du régime des IEG. Donc là, j'ai pris un exemple, l'exemple d'une personne qui est née en 62 pour simplifier le calcul, donc qui devra effectivement, qui aura passé 4 ans dans les IEG et 38 années dans le régime général. Donc au total, il a accumulé 16 trimestres aux IEG et 152 au régime général. Le principe après derrière des paramètres de calcul sont les suivants. Donc là, le départ en retraite se fera lorsque la personne aura 62 ans et 168 trimestres. Et donc là, on regarde bien la personne, puisque là, on est normé, c'est la même chose pour l'ensemble des régimes, puisque là, on arrive à une période où c'est homogène. J'ai voulu simplifier pour ne pas partir sur des calculs un peu compliqués. Donc là, on a 168 trimestres. La personne a un salaire IEG de 3 000 € multiplié par 13, donc 39 000 €. Donc ça, c'est la rémunération principale. Et sa dernière rémunération, c'est une illustration, 55 000 €. Comment ça se fait? Donc en fait, la personne ici, comme on l'a vu tout à l'heure, elle a un salaire qui est de 3 000 € multiplié par le taux de 75%. Multiplié par la règle du prorata que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, elle aura passé 16 trimestres aux IEG, ramenés aux 168 qui sont requis, et donc ça lui donnera un montant de pension annuel de cet ordre-là, de 2 785 €. Ensuite, le deuxième calcul, de toute façon c'est comme ça que ça se fera, le régime général, donc il y aura, on va dire, deux calculs distincts. Il y aura le régime de la CNAM qui va dire, voilà, là c'est forcément fictif, tout ça est complètement construit de façon théorique. On considère qu'il a eu, admettons qu'il aura eu un salaire moyen de 28 000 € sur toute sa carrière, ramené à 50%, puisque là il a tous les trimestres requis, et il part à 62 ans. Il aura fait, avec la règle du prorata, 152 trimestres au régime général, ramené à 168, donc ça lui fait un montant de retraite au niveau de la retraite de la CNAB de 12 667 €. Et ensuite, les points ARCO et AGIRC qui sont calculés, donc là c'est les points, sont multipliés par la valeur de service que j'évoquais tout à l'heure, et ça donne un certain montant de retraite par an. Voilà, le principe. Et donc c'est l'addition de ces briques, de ces morceaux, c'est-à-dire qui vous donne le montant total de la pension pour ce salarié. Donc c'est vrai que c'est forcément un peu lourd, un peu compliqué, parce que la vision globale aujourd'hui dans les outils et les outils qu'on a à disposition ne permet pas instantanément de pouvoir calculer comme ça tous les montants de pension. Il faut aller calculer par régime.
c'est forcément pas évident pour quelqu'un qui a fait plusieurs carrières dans différents types de régimes. Là, on en a que deux, je dirais, c'est pas hyper compliqué, mais des gens qui sont partis à l'étranger, on en verra après, ou des gens qui ont travaillé dans la fonction publique, etc. Donc, au fil du temps, c'est vrai que la carrière peut être un peu complexe. Donc voilà le principe. Donc en fait, un message que je souhaitais vous dire à travers ça, c'est de dire, parce que moi aussi personnellement, je me suis à un moment donné posé des questions, je me disais, mais qu'advient-il quand on change de régime? Aujourd'hui, les dispositifs permettent de calcul, permettent je dirais, de ne pas perdre le temps qu'on a passé dans un autre régime. Tout ça est pris en compte. Donc il y a une vision globale qui est prise en compte et chaque régime va calculer en fonction du temps qui a été passé dans le régime. Avec ses propres règles, parce que forcément les IEG ils ont leurs propres règles de calcul et le régime général a ses propres règles. Néanmoins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre de trimestres et l'âge, il y a une convergence. Donc de toute façon, les paramètres principaux là seront identiques. Après, les modalités de calcul, elles sont ce qu'elles sont, quoi. Mais en tous les cas, on prend en compte l'intégralité de la carrière de la personne. Deuxième question, c'est à valeur, à rémunération égale, est-ce qu'il y a entre IEG et le régime général, est-ce qu'il y en a un qui est plus favorable que l'autre? Alors, je vais faire une réponse, je vais dire, prudente. Pour l'instant, pour moi, c'est un peu difficile de dire s'il y a des carrières plus intéressantes de faire dans un sens ou dans l'autre, etc. Parce que, en fait, tout dépend de la carrière de la personne, le salaire que la personne a et son évolution potentielle en termes de rémunération, etc. Donc, il n'y a pas forcément de réponse clé. Je pense que c'est vraiment à chaque fois un peu au cas par cas, en fonction de l'âge auquel la personne va faire ce changement, opérer ce changement. Bon, pour être un peu plus précis, c'est vrai que j'aurais envie de dire, c'est sûr qu'il y a peut-être des changements, quand on est tout à la fin de sa carrière, qui sont peut-être un petit peu à regarder attentivement, quoi, parce que forcément ça peut avoir une incidence. Mais je dirais que quand on est dans sa carrière, en milieu de carrière, etc., il n'y a pas forcément de réponse évidente pour dire c'est plutôt ce régime-là qui est plus intéressant plutôt que l'autre. Il est vrai que l'avantage du régime général, c'est quand les personnes ont des variables ou des éléments périphériques qui sont importants. C'est vrai que ça sera clairement pris en compte dans les régimes de retraite complémentaires. Voilà, ça c'est évident. Il est vrai qu'à l'inverse, dans les IEG, quand on ne prend pas en compte les éléments périphériques pour le calcul de la retraite, c'est vrai que ça peut être moins intéressant dans ce sens-là. Encore, je suis très prudente parce qu'il ne faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où si le salaire est assez élevé ici, tout dépend, encore une fois, de la situation de chaque personne, de la carrière, du temps qu'elle a passé dans le régime et comment elle va évoluer ensuite en termes de rémunération. Donc vous n'avez pas un outil de calcul justement qui permettrait... parce qu'en fait les paramètres ils sont assez simples, il y a l'âge, le salaire de base, enfin après je ne parle pas des cas complexes, l'âge, le salaire de base, la durée d'affiliation aux IEG, et puis je ne sais pas, on pourrait avoir un autre paramètre qui est l'évolution de salaire à la date de départ, donc on pourrait simuler. Et à partir de ces paramètres-là, est-ce qu'il y a un outil qui existe qui permet justement de calculer ce delta? Je peux vous dire que moi je fais régulièrement des bilans, où j'en fais faire, et je peux vous dire qu'à chaque fois, c'est pas évident finalement de retrouver des trajectoires ou des cas types. Parce qu'en fait, un peu ce que vous êtes en train de dire, c'est peut-on identifier des cas types ou qui permettraient de dire quand on est dans telle configuration, avec tel âge, tel salaire, etc., on aurait plutôt tendance à s'orienter vers telle option. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas encore suffisamment de recul, mais sincèrement, c'est vraiment à chaque fois du cas par cas. Est-ce qu'au moins on peut dire si oui ou non le fait de changer de régime, au final, est pénalisant? Quelqu'un qui aura fait toute sa carrière dans les IEG,
Quelqu'un qui aura fait toute sa carrière dans le régime général, en cas le plus simple, c'est qu'il n'y a même pas de question à se poser, il n'y a qu'un seul cas. Est-ce que le fait de changer de régime, tout simplement, au final, n'est pas pénalisé? C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est vrai que changer de régime à 4-5 ans de son départ en retraite, sincèrement, enfin même pour tout le monde, ça paraîtrait un peu bizarre, surtout si les modalités font que voilà, si vous passez effectivement la dernière partie des dernières années dans un autre régime, on peut se poser la question de l'intérêt, de changer juste quelques années avant ça. Je vous rejoins. C'est vrai que dans la philosophie et dans les modèles, là, on se dit, y a-t-il vraiment une pertinence? Après, encore une fois, il peut y avoir d'autres raisons et d'autres motifs qui font que ça peut légitimer un changement et pousser à aller vers ce changement. Mais c'est vrai que c'est pas forcément spontanément ce qu'on aura envie de dire. Oui, bon, là, il faut garder quand même. On n'a pas préparé avant, mais j'avais dit que je poserais des questions embêtantes. J'ai aucun bonus, aucun variable. Il y a un régime qui vaut mieux l'un que l'autre? Spontanément, on a envie de dire, ce sera plutôt ça, peut-être. Mais après, vous avez de la complémentaire qui va s'ajouter ici. Donc, deuxième question, rapidement. J'ai un bonus de 30%. 30% de ma rémunération qui est lié au bonus. Oui. À partir de quel pourcentage de bonus faut que je me pose la question par rapport à mon variable du régime? C'est de s'interroger effectivement pour aller... oui, ça peut être intéressant d'aller dans le régime général. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand il y a du variable, l'intérêt du régime général, il est là. Il est plafonné aussi. Oui, mais bon, pour aller jusqu'au... qu'est-ce qui est plafonné? Oui, mais enfin bon, au niveau de rémunération quand même, là vous avez la marge là, pour... je veux dire, c'est pas les 30% de bonus qui vont poser un problème pour accumuler des points en arco et l'AGF, quoi. Donc c'est... Non, c'est... Enfin, je pense que c'est... Sur le site... Non, on lève le doigt parce qu'il n'y a pas de question derrière. Moi j'ai une question plus générale. Quand on cotise au régime général, on est comme un peu comme un écureuil, on met des sous dans une caisse qui paye les retraités. CNAV, ARCO, Agir. Non, la CNAV. Que la CNAV. Pour l'ARCO et l'Agir, vous cotisez pour vous quand vous cotisez. D'accord. On met donc, c'est ça, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non, mais c'est pas la question. Donc on met des sous dans une caisse. Voilà. Pour être très schématique. Comme un écureuil met des noisettes dans un nid quelque part. Quand on est aux IEG, où se trouve la cassette? Où est l'argent? Qui paye? C'est la caisse. C'est l'entreprise. Non. C'est la Caisse nationale. C'est la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Qui a été créée il y a plusieurs années de cela. C'était quoi, en 2015, 2005? Parce qu'avant cette époque-là, c'était l'entreprise qui avait la responsabilité de la dette de sa retraite. Oui. Donc ça a été changé. Oui. Et maintenant, les cotisations de mes collègues des IEG vont dans une caisse. Absolument, la caisse. Donc c'était la question. Et cette caisse est adossée au régime général. Donc en fait, on est sur des modes de fonctionnement qui sont totalement, on va dire, institutionnalisés, réglés, réglementés, supervisés. Voilà. C'est le mode de cotisation pour les retraités. Oui. Et justement, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la situation? La question est là aussi. Écoutez, moi je suis, je vais dire, toute transparence, je suis au conseil d'administration de la Caisse, je suis au comité d'audit et dans d'autres commissions, là, mais il y a ce sujet-là avec les partenaires sociaux, puisqu'en fait c'est paritaire, la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Je peux vous dire qu'elle existe déjà depuis de nombreuses années, la Caisse, et qu'il n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est pas du tout à l'ordre du jour ce sujet, quoi. Voilà, les problématiques, elles sont problématiques de gestion d'une caisse, de gouvernance d'une caisse, mais c'est pas du tout le sujet. Et même les représentants de l'État qui sont également au conseil d'administration, enfin, ça n'est absolument pas dans les sujets, les préoccupations de savoir combien de temps ça va durer. Enfin, vraiment, sincèrement, là, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, cette caisse fonctionne bien, elle a un pilotage qui est tout à fait correct. Et voilà, c'est parfaitement... Il n'y a pas de question qui se pose à ce sujet. Et ce n'est pas dans l'air du temps d'entendre, je dirais, une intégration, etc. Maintenant, encore une fois, excusez-moi, je vais faire un peu dans... Il y a eu le Brexit.
On ne sait pas non plus parfois ce que l'avenir nous réserve. Bah écoutez, moi je ne sais pas plus que vous aujourd'hui. En tout cas, dans les échanges et les discussions qu'il y a, c'est pas le sujet, quoi. Donc, J'ai une question pour ceux qui ont eu, avant de rejoindre l'ENJ, des carrières à l'étranger, donc avec une bonne. Quand on a, par exemple, je sais pas, 5 ou 10 ans ou 15 ans à l'étranger, et que, par exemple, on est au statut IEG maintenant, si on veut rapatrier nos années, c'est le statut IEG qu'on doit contacter, la CNIL, ou c'est plutôt la CNAV, en fait, dans ce cas-là? alors, là, c'est vrai que c'est compliqué, la partie internationale, parce que... C'était dans un pays européen, donc il y a quand même pas Europe, d'accords. oui. Ouais, il y a des accords, il y a des conventions... C'est-à-dire qu'on peut choisir de transférer toutes nos années, nos 10-15 ans, au régime des IEG ou au régime général? Non. Non, en fait, le principe, c'est si vous étiez en contrat local, là-bas. Oui. Donc en fait, le principe, c'est que s'il y a eu des conventions, dans la plupart des cas, il y a des conventions, donc la période que vous avez passée effectivement dans ces pays-là est prise en compte en totalité avec celle que vous aurez les périodes passées en France. Donc après, il y a des calculs qui sont faits pour vérifier, il y a des formules qui sont appliquées pour comparer. Donc il y a un calcul qui est fait par chaque pays, de la pension légale dans chaque pays, selon ses propres règles. Donc si vous avez passé 10 ans dans tel ou tel pays, ils vont faire un calcul selon leurs propres règles avec ces 10 années. Et ils vont faire donc, c'est ce qu'on appelle la pension, le terme m'échappe, mais c'est la pension du pays, on va dire pour ça. Et il y a un deuxième calcul qui est fait, qui est la pension européenne, enfin communautaire. Et ils vont faire un calcul qui consiste en fait à prendre l'intégralité de la période que vous avez passée sur l'ensemble des pays, et ils vont proratiser après, ne prendre que les fameux 10 années en question. Et ils vont comparer ces deux formules de calcul, et le meilleur de ces deux pensions sera pris en compte et payé. Après, je vous conseille d'aller sur le site du CLES, c'est sur la présentation. Vous pourrez aussi vous documenter si vous voulez vraiment creuser selon les pays où vous êtes allés, parce que là, ça peut être intéressant effectivement de regarder. C'est le CLES que j'évoque ici, ça s'écrit comme ça. Une question pour revenir à la comparaison régime général et IEG. Pour un cadre qui aurait eu toute sa carrière aux IEG par rapport à quelqu'un qui aurait eu toute sa carrière au régime général avec une augmentation avec un salaire et on va dire un profil de salaire similaire, qui va toucher la plus grosse retraite avec un variable classique de, je sais pas, autour de 10%. J'ai pas encore trouvé ce cas-là et je sais pas répondre. C'est un peu je veux dire, c'est un peu la norme actuelle, non? Les gens ont eu toute leur carrière aux IEG, les gens ont eu toute leur carrière Mais comme vous le dites, c'est un peu la norme. Les gens ont passé toute leur carrière aux IEG. Quel salaire ils auraient eu? Ouais, c'était la norme. Moi, la question que je me pose toujours est quel salaire ils auraient eu s'ils étaient restés dans le privé. Et quand moi, j'ai eu une question. Et là, justement, la comparaison, c'est à salaire égal. Et c'est jamais salaire égal. Complètement égal, parce que vous comparez des choses. Après, c'est comment ce fameux salaire IEG, comment vous le reconstituez dans un salaire au régime général. Oui, franchement, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. C'est très théorique, tout ça. Tout ça est très théorique. Donc ça rejoint la question du salaire, parce qu'effectivement, ça rentre dans le calcul finalement qui doit être global et qui doit comprendre les différences de salaire. Donc aux IEG, il y a une grille de salaire, et quand on passe hors IEG dans le groupe, comment ça se passe? Il y a des écarts, est-ce que ça se négocie? Parce que justement la retraite change. Comment ça se passe? Alors ça, pour avoir aussi effectivement ces sujets... l'occasion d'évoquer ça il y a quelques années, sur la question de comment on compare, est-ce qu'on doit comparer les régimes de retraite au moment de changement et ben là, c'est pour ça que, enfin, à titre personnel, et c'est vrai que pour en discuter avec d'autres collègues, c'est vrai que c'est pas évident d'embarquer ça dans un calcul comparatif de package, parce qu'on est sur des hypothèses de salaire, des modèles de calcul qui sont tellement différents qu'après vous rentrez dans des schémas et vous le voyez bien là, déjà rien qu'en comparant deux régimes, on a déjà 3 règles de calcul différentes. Comment vous faites après pour expliquer à quelqu'un
si je vous mets ça, qu'est-ce que ça donnera sur votre retraite? Vous avez le paramètre de la durée, que vous avez combien de temps vous allez y rester dans ce régime. Et si vous rechangez après, qu'advient-il? Donc ça devient hyper théorique et compliqué. Alors après, comment on négocie ça? Après, c'est en général, ce sujet, enfin, jusqu'à présent, il me semble, est relativement peu pris en compte. Je parle pour la partie française, hein, parce qu'après, la question des expats, c'est pas mon domaine immédiat, c'est encore autre chose, mais pour la partie française, je pense qu'on n'en tient pas forcément compte, parce que sinon, on part dans des itérations, des trucs hyper compliqués. Par contre, ce qu'on regarde, c'est le package. On parle des packages, le cash et le package, voilà, ce que vous allez avoir dans l'année, etc. Ça, c'est comparable. Les régimes de retraite, c'est Les régimes de retraite, c'est bien hyper compliqué. Alors, vous pouvez en parler, mais je veux dire, on ne va pas forcément le mettre au même plan de la discussion. J'ai une question, est-ce que, en tant qu'experte, est-ce que vous conseillez de racheter des trimestres? Ah oui, alors, il y avait une question tout à l'heure là-dessus. Oui, le rachat des trimestres, c'est vrai que ça peut être tout à fait intéressant. Alors, après, c'est intéressant au régime général, et c'est intéressant au régime général, y compris pour la retraite IEG. Parce que ça va permettre de jouer sur la décote. S'il manque, vous avez un peu de décote au niveau des IEG, vous rachetez, si vous avez travaillé au régime général au début de votre carrière ou à un moment de votre carrière, vous pourrez prétendre un rachat au titre, par exemple, des années d'études ou d'années incomplètes éventuellement. Vous pourrez racheter jusqu'à 12 trimestres au régime général. Et ça peut vous permettre effectivement d'aller chercher le fameux taux plein ou au régime général ou d'ailleurs aux IEG. Et c'est beaucoup moins cher de les racheter du côté CNAP. Tout à fait. Enfin, aujourd'hui, pour toutes les personnes avec qui j'en parle, je conseille plutôt de regarder vraiment prioritairement ça, parce que ça n'a pas du tout d'intérêt d'aller chercher aux IEG, sauf si vraiment la personne a fait 95% de sa carrière aux IEG et qu'il lui manque vraiment le trimestre pour avoir son taux complet, quoi. Mais c'est vraiment ce cas-là, sinon il n'y a pas forcément d'intérêt à aller chercher, acheter. C'est cher, très cher. Je suis désolé, c'est l'heure, je sais que c'est frustrant. Non mais je sais que c'est frustrant, pardon. On fera une séance dédiée parce que vous voyez bien, si on ouvre le débat, il y aura plein de questions. On ne savait pas comme il y aurait de personnes. Vous voyez bien que c'est un sujet qui intéresse. S'il faut, Nathalie reviendra avec plaisir. Exprimez-vous ici, par mail, sur Yammer. Vous pouvez faire comme vous voulez. Posez vos questions. Et bien, on est dans une logique où à chaque fois qu'il y a plein de questions sur un thème, on essaie d'organiser avec l'expert adéquat la conférence pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. Nathalie est une des experts groupes qui s'est prêtée au jeu. Je voudrais juste, parce que vous voyez bien que parler des retraites, c'est un sujet touchy. Elle a bien voulu jouer l'exercice. J'aimerais juste, si vous êtes d'accord, qu'on la remercie en l'applaudissant.